Enfin des nouvelles du MMO de Riot dans l'univers de League of Legends, des promesses techniques pour le futur et un Minecraft-like qui pourrait être à la hauteur de son père. C'est parti pour les jeux vidéo. Troisième étage, des chaînes, des ordures, des instruments de torture. Depuis le lancement de Checkpoint, il a été difficile de faire une émission sans parler de Clair Obscur Expédition 33. Je pensais qu'on en avait fini pour un moment, mais je vais pas me priver d'une occasion de faire manger leur somme à ceux qui ragent sur son succès. Que ce soit bien clair, vous avez le droit de ne pas aimer Clair Obscur, que ce soit en termes de gameplay, de direction artistique, de genre, vous n'êtes peut-être pas le public visé. En revanche, on ne peut pas nier que c'est un grand jeu. Malheureusement, certains sont trop aigris pour l'accepter. On a donc vu passer de nombreuses fabulations pour essayer de traîner le jeu dans la boue. La dernière en date, c'est que Clair Obscur Expédition 33 a perdu le titre de Game of the Year car le studio l'a fait avec de l'IA. Un gros titre qui a été repris par de nombreux médias de merde pour faire du clickbait. Premier mensonge, le jeu n'a pas perdu son GOTY. Enfin, si, mais pas celui des Game Awards, celui des Indie Game Awards. Je vous répète souvent que les récompenses, on s'en bat les couilles, et que ça ne doit avoir aucun impact dans votre jugement ou analyse d'un jeu. Mais pour vous donner une idée de l'intérêt que la communauté porte aux différentes cérémonies de récompenses, le live des Game Awards 2025, c'est plus de 17 millions de vues au moment où on tourne. Celui des Indie Game Awards, c'est 10 000 vues. Et dans le monde du jeu vidéo, quand quelqu'un dit le GOTY, il parle clairement de celui des Game Awards. Maintenant, parlons du plus important. Le jeu a été fait avec de l'IA. Encore une fois, oui et non, surtout non. Autre chose que je dis souvent, c'est que l'IA en tant qu'outil, c'est oui, en tant que remplaçant d'un être humain, c'est non. Et c'est exactement ce qu'a fait Sandfall Interactive pour leur jeu. Durant sa création, ils sont arrivés à un stade où ils avaient besoin d'un aperçu de ce que pourrait rendre une idée. Ils ont donc utilisé l'IA pour générer une texture temporaire à un endroit bien précis. C'est comme faire un brouillon pour être sûr de soi avant de passer à la version définitive et ainsi ne pas perdre de temps en faisant quelque chose qui au final ne nous aura pas servi. Malheureusement, le jeu étant fait par des humains et non pas par des machines, ils ont fait une erreur. Ils ont oublié de la remplacer par la texture définitive qui pourtant était prête. Une erreur corrigée par une mise à jour avant même la polémique. Mais ça, la plupart des médias de merde se sont bien gardés de vous en parler. Moi en revanche, j'adore vous parler de plein de trucs, et j'ai des nouvelles concernant le MMO de Riot. Après des années dans le flou, ça bouge enfin du côté du MMO de Riot dans l'univers de League of Legends. En effet, le 15 janvier dernier, Raymond Bartos, ancien lead game producer de World of Warcraft, a annoncé rejoindre le studio Riot Games. Pas de doute, il est là pour bosser sur le MMO. Il a même dit vouloir offrir une expérience MMO que les joueurs apprécient vraiment. Il retrouve donc Orlando Salvatore, qui avait lui aussi quitté Blizzard au profit de Riot. Raymond Bartos explique qu'ils ont longtemps été partenaires et qu'au vu de leur expérience sur World of Warcraft, il a le sentiment qu'ils iront vite dès le premier jour. L'attente sera encore longue, je le crains, mais le projet est toujours sur les rails et semble progresser. Et en attendant, vous pourrez compter sur moi pour vous tenir au courant. On enchaîne avec une de mes grosses déceptions de ce début d'année, le 35e anniversaire de Sonic. Comprenez-moi, Sonic the Hedgehog 2 sur Mega Drive est mon premier jeu vidéo. Alors pour les 35 ans de la licence, je m'attendais au moins à une annonce, même si le jeu ne sort pas cette année, un petit teasing quoi. Mais rien que chi, nada. Alors on a eu le droit à une chouette rétrospective, les premiers jeux, les jeux récents, les animés, les films, mais il est où le nouveau Sonic Riders? C'est bien de mettre les Extreme Gears dans Sonic Racing Cross Worlds, mais nous ce qu'on veut c'est l'histoire et le gameplay des Riders. Il est où mon RPG Sonic? Vous avez pas d'idée? Moi j'en ai, on s'appelle, on se fait une bouffe. Hein Sega? Où est Sonic Adventure 3, Sonic Heroes 2, Shadow the Hedgehog 2? Donc c'est bien le contenu digital, les partenariats, les expos, les concerts, vraiment c'est cool, mais oubliez pas les jeux, s'il vous plaît. On passe à la suite. Peut-être connaissez-vous le jeu de rôle Pathfinder. Il existe également une version Science Fantasy du nom de Starfinder. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Puisqu'a été annoncé le jeu vidéo Starfinder Afterlight. Un RPG tactique prévu pour cette année. Nous avons très peu d'images pour le moment, mais il semblerait que le succès de Baldur's Gate 3, qui adapte l'univers d'un autre jeu de rôle très connu, à savoir Donjons et Dragons, puisse être à l'origine de cette nouvelle création. Affaire à suivre. The Division 3 est en développement! 7 ans après la sortie du dernier opus, c'est maintenant officiel, la suite arrive. Et d'après Julian Garrity, le responsable de la franchise, le jeu se prépare à être un monstre. Et si Teammate est de la partie, j'ai bien envie d'y croire. Si vous ne savez pas ce qu'est Teammate, on en a parlé dans le checkpoint du mois dernier, je vous mets un lien dans la description pour aller voir ça. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé The Division 1 et 2, donc j'ai hâte d'en voir plus. Tant qu'on parle d'Ubisoft, un petit point sur leur projet s'impose. Récemment, on a appris que le remake de Prince of Persia, Les Sables du Temps et 5 autres projets étaient annulés, le remake d'Assassin's Creed Black Flag et 6 autres projets étaient repoussés, l'investissement dans l'IA générative va être accéléré, alors ils ont précisé orienté vers les joueurs. J'ai aucune idée de ce qu'ils veulent dire, mais je crois que
c'est de l'enfumage. Ils vont axer leur stratégie sur les jeux d'aventure en monde ouvert et les jeux services, et tous les employés doivent revenir travailler à temps plein dans les bureaux. De plus, plusieurs fermetures de studios vont avoir lieu. Si on met de côté Teammate et ce que je viens de dire sur The Division 3, je pense qu'ils ont réussi à faire tous les pires moves possibles en un temps record. Les deux derniers points, il vaut mieux avoir un point de vue interne pour juger leur pertinence. Mais pour le reste, la déception continue. On va essayer de surmonter le moral. Un DLC pour The Witcher 3 pourrait faire son apparition en mai 2026. C'est en tout cas ce que semblent avancer plusieurs sources, ma foi, assez fiables. Il s'agirait d'un DLC payant apportant un vrai contenu. Pour ma part, je verrais bien l'ajout d'un morceau d'histoire permettant de faire le pont avec le futur The Witcher 4, qui, je le rappelle, ne sortira pas avant 2027. Avis personnel encore une fois, mais je vois bien CD Projekt viser une sortie sur la nouvelle génération de consoles. En espérant que cette fois, il délaisse la génération précédente, car c'est ce qui avait mis des bâtons dans les roues pour Cyberpunk 2077. Allez, on enchaîne. Après une longue attente et la sortie tant espérée de Victory Road, Level 5 remet immédiatement le couvert, mais sur mobile cette fois, avec Inazuma Eleven Cross. Et en même temps, quand de base dans ton jeu tu as un système de gacha pour obtenir des personnages, il serait bien dommage de ne pas mettre tout ça à profit dans un jeu mobile où les tirages sont faisables avec de l'argent réel cette fois. Alors, merci Level 5, mais maintenant on veut surtout le retour de Yokai Watch et LBX. Sujet suivant. Vous voulez un shooter étrange qui sent le gros pari technique? On va parler de The Cube. C'est le nouveau projet du studio Munfish à qui l'on doit Atomic Heart. Au programme, on a un cube géant en lévitation qui bouge un peu comme un Rubik's Cube, sauf que c'est pas juste un décor original, c'est totalement intégré au gameplay. Selon le synopsis, à l'intérieur, il y a une équation capable de changer les lois de la réalité. L'objectif, c'est d'aller au fond de ce cube, de percer son secret et de survivre à un tour de plus. On nous le décrit comme un MMORPG shooter, donc du tir en multijoueur, mais avec une couche RPG, progression, build, équipement, compétences, etc. On nous promet un monde vivant avec des biomes, quêtes, boss et ennemis variés, une progression persistante et de la customisation qui récompense différents styles de jeu. Là où The Cube intrigue vraiment, c'est sur la technique. Munfish met en avant un système propriétaire qu'ils appellent Split Rendering, censé permettre de gérer beaucoup d'objets qui bougent et tournent en temps réel, tout en gardant la synchro multijoueur avec des systèmes comme la physique, la balistique et la gravité. C'est ambitieux, presque un peu trop. Mais peut-être ont-ils prévu de se laisser encore plusieurs années de développement, puisqu'aucune date de sortie n'a été communiquée. Et je rappelle que l'année dernière, ils avaient déjà annoncé Atomic Heart 2. Bref, The Cube est un spin-off multijoueur très ambitieux dans l'univers d'Atomic Heart, mais on en reparlera en temps utile. J'ai pas trouvé de phrase de transition. Mathieu, tu peux mettre un whoosh? Après le succès Darkriders, attendez-vous à voir pas mal d'extraction shooters à l'avenir. Celui dont je vais vous parler est déjà trop avancé pour être une conséquence du succès Darkriders, mais il est probable qu'il bénéficie de l'aura de ce dernier. Encore faut-il apprécier l'horreur. Je vous présente donc Beautiful Light, un FPS horreur, extraction shooter, PvP VE. Dans ce jeu, vous entrez avec votre équipe dans une zone hostile. Ensemble, vous devez sécuriser un artefact, puis vous extraire. Sauf que vous n'êtes pas seul. Vous affrontez d'autres équipes, mais aussi des mobs. Et la moindre erreur peut vous coûter la vie et votre équipement. Selon les premières informations, une partie peut réunir 24 joueurs, avec 6 squads de 3 opérateurs, ainsi que 6 monstres appelés anomalies, contrôlés par des joueurs. Un peu comme dans Dead by Daylight ou Evolve, on peut jouer un humain ou une anomalie, donc un monstre. Le studio explique même que le côté anomalie aura sa propre progression, avec des gains qui pourront alimenter aussi ta progression côté humain. Sur l'ambiance, le studio Deep Worlds insiste beaucoup sur l'immersion, une atmosphère oppressante et surtout une interface diégétique, via un appareil rappelant le Pip-Boy de Fallout, au lieu d'un HUD classique. Pour l'instant, le jeu est prévu pour décembre 2026, mais sachez que sur Steam, vous pouvez d'ores et déjà demander un accès au playtest via la page du jeu dans la boutique. Tant qu'on est sur les extraction shooters, il faut qu'on parle de Marathon, le premier jeu de Bungie depuis qu'ils ont rejoint PlayStation. En l'état, rien de très original. Du PvPVE, des affrontements en squad, tu meurs, tu perds ton équipement, et si tu arrives à t'extraire, à toi le loot et les améliorations. Personnellement, je suis pas hype du tout. Que ce soit le gameplay ou la DA, ce jeu ne m'attire absolument pas. Je changerai peut-être d'avis. Rendez-vous le 5 mars, date de sa sortie, pour se faire une idée. Avant de changer de sujet, j'aimerais également aborder un point avec vous. Ce jeu ne sort pas de nulle part. C'est une itération multijoueur d'un jeu de Bungie sorti en 1994 et qui s'appelait déjà Marathon. Un 2 sortira en 1995 et un troisième opus verra le jour en 96. Le jeu place le joueur en 2794 en tant qu'officier de sécurité à bord d'un vaisseau humain colonial Marathon. On voit l'influence de Doom, mais le jeu est très clairement l'ancêtre spirituel d'Halo. Mais regardons le logo de cette licence. Et si comme moi vous êtes féru de l'univers de Warhammer 40 000, le logo de Marathon vous rappellera certainement l'emblème
l'emblème de l'Empire Tau. Or, cette armée est sortie en 2001, soit 7 ans après le premier marathon. Et quand on regarde le lore du marathon qui sort cette année, les événements se déroulent sur Tau Ceti 4, un nom de planète qui apparaît également dans Star Trek. Tau Ceti 4, l'Empire Tau, un logo vraiment très ressemblant. Au début, j'ai pensé à la lettre grecque Tau, mais ça n'a rien à voir avec notre logo. Donc si quelqu'un peut m'aider à faire la lumière sur cette affaire, je lui en serais reconnaissant. En parlant de lumière, même si je pense qu'il n'a pas besoin de moi, j'aimerais la mettre sur un de mes coups de cœur de ce début d'année, Hytale. Minecraft est un jeu dont l'impact sur la sphère vidéoludique a été colossal. J'ai eu le plaisir de vivre son ascension depuis le début et de la partager avec mes potes durant mes années lycée. On était vraiment au tout début du jeu. Je me rappelle même d'un jour où des amis de mon petit frère sont venus chez nous. J'étais dans ma chambre à y jouer quand ils sont venus me dire bonjour. En voyant le jeu, leur réaction a été compréhensible pour leur génération. Ils ont trouvé ça moche et ils comprenaient pas l'intérêt. Quel plaisir de voir cette même génération s'investir autant sur le jeu quelques années plus tard. Mais nous n'étions pas les seuls à déceler le potentiel de Minecraft et très vite de nombreux Minecraft-like ont commencé à voir le jour. À commencer par Terraria qui propose une itération 2D et qui a su se construire une solide communauté. Des jeux comme Fortnite Night mais également de grosses licences comme Lego avec Lego Worlds, puis plus récemment Lego Fortnite Odyssey ou encore Dragon Quest avec Dragon Quest Builders 1 et 2. Et je ne pense pas prendre trop de risques en disant que le succès de Minecraft a donné l'impulsion à la création d'autres jeux de survie comme The Forest, Subnautica ou Ark. Ce dernier a d'ailleurs sorti un spin-off nommé Pixark qui se rapproche totalement de l'esthétique Minecraft. Des jeux de ce genre, il y en a eu plein d'autres, des grosses bouses opportunistes comme de grands succès, mais aucun n'arrivera à égaler les ventes de Minecraft. Et à titre personnel, quand on parle de jeux de survie avec des blocs, un Minecraft-like donc, aucun n'a dans mon cœur détrôné ce dernier. Mais cela pourrait changer. Je vais donc vous parler de l'une des plus grosses hypes de ce début d'année. Moi je suis pas hype parce que j'aime pas les jeux de craft et de survie. Mais tu sais, le monde ne tourne pas autour de toi, Jean Burne, et c'est ok. Moi non plus, je n'attendais pas Hytale avec impatience, mais quand j'ai vu l'effervescence autour de sa sortie en Early Access, l'histoire derrière sa création et surtout une fois que j'ai commencé à y jouer, j'ai compris pourquoi il méritait sa hype. À la base, il y a deux créateurs qui bricolent des maps sur Minecraft, puis qui lancent leur propre serveur pour faire découvrir leur création. Ce serveur s'appelle Hypixel. Et il va grossir au point de fédérer une énorme communauté. Il obtiendra même plusieurs Guinness World Records. Et c'est de là qu'est né Hypixel Studios. L'idée, c'est de transformer cette expérience serveur, création de contenu et mini-jeux en une vraie entité à part entière. En 2018, Hytale est annoncé et Hypixel Studios se lance avec Riot comme investisseur. Le 16 avril 2020, Riot acquiert Hypixel Studios, mais ses fondateurs expliquent que ça ne concerne pas le serveur Minecraft Hypixel qui continue séparément. Après plusieurs années d'état des lieux et de report, le 23 juin 2025, tout s'arrête. Hypixel Studios annonce arrêter le développement d'Hytale et clôture progressivement ses activités. Mais le 17 novembre 2025, coup de théâtre, les fondateurs annoncent avoir racheté Hytale à Riot et revenir en indépendant. Shut up and take my money. Et depuis le 13 janvier 2026, on peut jouer à Hytale en accès anticipé. Mais Hytale, c'est quoi concrètement? Bon, vous l'aurez compris, c'est un Minecraft-like. On explore un monde procédural dans lequel on doit survivre grâce à du farm, de la fabrication d'objets et en réalisant des constructions bloc par bloc. Sauf qu'à cela, on va ajouter une vraie dimension RPG. Des armes différentes, des compétences et de la magie pour approfondir le gameplay et varier les mécaniques de jeu. On a de véritables donjons, des combats de boss et des ennemis avec de nombreuses déclinaisons. Certains éléments diffèrent par rapport à son modèle, comme l'absence d'une jauge de faim ou la nécessité de connaître l'agencement des matières premières pour créer un objet. Ici, tout est visible, et si vous avez les éléments de la recette en votre possession, il vous suffit d'un clic pour créer votre objet. En revanche, vous devrez améliorer vos différentes tables de craft pour accéder à toutes les créations. Pour l'instant, seul le mode exploration, qui est l'équivalent du mode survie de Minecraft, et le mode création sont disponibles. Mais un mode aventure arrive, il comprendra une histoire, des quêtes et un système de progression plus structuré, ainsi qu'un mode mini-jeu qui, je pense, porte plutôt bien son nom. Hytale est surtout construit autour de la création. Les outils pour créer du contenu sont beaucoup plus avancés que sur Minecraft. Mais on peut également créer des modes et des mini-jeux directement in-game. Il y a même un outil de caméra dédié à la création de films. Le but est de faire vivre des serveurs communautaires proposant de nombreuses expériences de jeu. Et quand on connaît la genèse de ce projet, ça fait totalement sens. Le jeu n'est qu'en accès anticipé, mais il est déjà très prometteur. Je prends énormément de plaisir à l'explorer. Je retrouve les sensations de mes toutes premières parties de Minecraft avec de nombreuses améliorations qui rendent le tout beaucoup plus agréable. J'ai vraiment hâte de voir comment il va évoluer. Et si vous êtes adepte de serveurs proposant des gameplays alternatifs comme Pixelmon, je vous invite fortement à vous intéresser à Hytale car c'est certainement sur ce jeu que les meilleurs serveurs modés verront le jour à l'avenir. Même s'il est probable que si les serveurs modés vous intéressent, vous connaissez déjà Hypixel et donc Hytale. Oui, mais c'est qu'en anglais, et les jeux anglais c'est nul. Oh, excuse-moi Jean Burne, j'avais oublié que tu étais là.
Comme je l'ai dit, c'est un jeu qui va fortement attirer les modeurs, et à peine 3 jours après sa sortie en Early Access, un patch FR a été fait. Il fonctionne très bien et il suffit de copier-coller un fichier. On passe à la suite. Dusk Fade est un platformer action 3D prévu pour cette année. Présenté comme une déclaration d'amour aux classiques du genre des années 2000, beaucoup en parlent déjà comme un héritier de Jak and Daxter et Ratchet & Clank. Je comprends le parallèle, mais n'allons pas trop vite s'il vous plaît. Ayant pu poser les mains sur la démo, le jeu a du potentiel, mais il y a encore des progrès à faire, tant dans la narration que dans la construction de ses niveaux. Vous me trouvez peut-être dur, mais je vous dis ça parce qu'ici, beaucoup font le parallèle avec Jak and Daxter et Ratchet & Clank. On parle de putain de légende du genre. Durant ma session, j'ai également ressenti une forte inspiration Kingdom Hearts, que ce soit dans la DA de la TH, l'arme qui ressemble beaucoup trop à une Keyblade, ou encore dans le gameplay, car le personnage flotte beaucoup durant ses sauts. Bref, le jeu a encore du temps pour être peaufiné et je vais le garder à l'œil, car il a de bonnes bases pour me surprendre. Pour conclure, on va parler de Fate Keeper. Prévu pour cette année, c'est un jeu qui fait parler de lui. Certains le voient comme un héritier de Skyrim, et on peut les comprendre. À ceci près qu'il n'est pas vendu comme un open world, mais plutôt comme un jeu à chemin narratif qui laisse quand même place à de l'exploration. Les présentations mettent l'accent sur les combats avec une grande liberté d'approche. Cette dernière changera en fonction de votre classe, de votre équipement et des ennemis qui auront des patterns qu'il faudra apprendre. La magie semble très fun à utiliser et on sent le poids des armes durant les combats au corps à corps. Et pour finir, s'il y a des fans de Ratatouille parmi vous, le film de Pixar, pas le plat, sachez que votre aventure sera ponctuée d'échanges avec un rat qui parle. C'est Rémi! On a encore peu d'informations, mais j'ai bien envie de le tester. Merci d'avoir vu cet épisode de Checkpoint, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tous les mois pour l'actu sur la pop culture. Pour soutenir l'émission, un like, vos points boost ou un abonnement, voire même les trois, c'est gratuit. Et si vous voulez nous écouter, que vous soyez à bord du Faucon Millenium ou dans votre DeLorean, l'émission est également disponible en podcast sur Spotify. C'était Asao, et n'oubliez pas, restez curieux.